7400 mètres, K2, deuxième semaine d'août. Je suis réveillé par le silence, pas par le vent. Le vent, je l'entends depuis 3 jours. Il fait partie du paysage sonore comme les battements de mon propre cœur. Ce qui me réveille, c'est l'absence. Une fraction de seconde où le tissu de la tente cesse de claquer, où le monde extérieur retient son souffle. Et puis, ça commence vraiment. La rafale arrive sans préambule, sans crescendo. Elle n'annonce pas, elle décide. En moins d'une seconde, la paroi latérale est sur ma figure. Je sens le froid à travers le nylon comme une paume posée à plat sur mon visage. Pas la morsure des premiers cols d'altitude, quelque chose d'autre, quelque chose de définitif. 40 degrés négatifs. À cette température, l'air ne circule plus, il se fracasse. Chaque inspiration arrive dans les poumons comme du verre pilé. Et il y a cette chose que je n'avais lue dans aucun manuel avant de la vivre, le silence intérieur. Dehors, la tempête atteint 110 km/h. La toile explose dans tous les sens. Mais dans ma cage thoracique, dans mes narines, dans ma trachée, rien. L'air est tellement sec qu'il absorbe le son avant qu'il puisse naître. Je n'entends pas ma propre respiration. C'est ça qui fait peur, pas le vent. Le vent, tu l'entends et tu sais qu'il existe. Tu peux le quantifier, lui donner un nom. Mais quand tu n'entends plus ton propre souffle, quand ton corps devient silencieux à l'intérieur d'une tempête, tu touches quelque chose de primitif, une information que le cerveau refuse de catégoriser correctement. Est-ce que je respire encore ? Est-ce que je suis encore là ? La tente a perdu 2 sardines côté nord. Je le sais sans regarder. Je le lis dans la géométrie de l'espace autour de moi, dans l'angle du tissu contre mon épaule gauche. 20 ans de haute montagne t'apprennent à lire l'architecture des catastrophes imminentes. Si une 3e sardine lâche, la tente part. Et moi avec, vers le versant pakistanais, 3000 mètres plus bas. Il est 1h du matin. La nuit a encore 6 heures devant elle. Beaucoup d'entre vous imaginent ce moment comme le pire, l'instant où tout bascule, où on panique, où on commence à négocier avec quelque chose qui ne négocie pas. Je comprends cette intuition. Elle est fausse. Là, dans ce rectangle de nylon à 7400 mètres, j'ai fait quelque chose que la plupart des gens n'auraient pas fait à ma place. J'ai fermé les yeux. Pas parce que j'avais choisi d'être courageux, pas parce que j'avais renoncé, mais parce que dans les 90 minutes qui avaient précédé ce moment, j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire, dans le bon ordre, sans improviser. Et je savais, pas j'espérais, je savais que mes décisions des heures précédentes allaient me maintenir en vie jusqu'à l'aube. Est-ce que vous auriez pu en faire autant ? Est-ce que vous savez, vous, ce que sont ces 90 minutes ? Ce rituel précis que chaque alpiniste expérimenté exécute avant de fermer les yeux en altitude. Écrivez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait en premier, seul dans cette tente, cette nuit-là ? Parce que c'est là que tout se joue, pas dans la tempête. Ce soir-là, j'ai tout fait correctement. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'apprend et pourquoi ça ne s'improvise jamais. Ce que la plupart des gens ignorent sur le froid extrême, c'est qu'il ne vient pas de l'extérieur. Il naît en toi. Dès que la température descend sous 0, ton corps déclenche un programme de survie aussi vieux que l'espèce humaine, la vasoconstriction périphérique. Les vaisseaux sanguins de tes doigts, de tes orteils, de tes oreilles se contractent. Le sang se retire. Le corps prend une décision militaire, abandonner les avant-postes pour défendre la capitale. Le cœur, le cerveau, les poumons, tout le reste est sacrifiable. C'est élégant comme stratégie. Et c'est potentiellement mortel si tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que pendant que ton corps sacrifie tes extrémités, il te donne une fausse sensation de stabilité. Le cœur pompe fort, le tronc est chaud. Tu peux croire, sincèrement, que tu vas bien, pendant que tes doigts sont en train de mourir à l'intérieur de tes gants. Tu ne le sais pas encore. Tu te retournes dans ton duvet, tu trouves une position, tu fermes les yeux. C'est le premier mensonge du froid. Il te convainc que tu n'as pas froid. Au-dessus de 5500 mètres, quelque chose d'autre se passe. Quelque chose que les livres de médecine nomment proprement, mais que tu ne comprends vraiment que la première fois où ça t'arrive dans le corps. Tu t'endors, ou tu crois t'endormir, et puis une apnée. Ton cerveau, privé d'oxygène, oublie de respirer,
Pas une seconde, parfois 10, parfois 15. Et soudain, le corps panique, envoie un signal d'alarme, et tu te réveilles en sursaut, la gorge serrée, les poumons qui brûlent, avec la certitude absolue pendant 2 secondes que tu es en train de mourir. Les médecins appellent ça la respiration de Cheyne-Stokes. Les alpinistes l'appellent autrement, avec des mots qui ne passent pas dans les vidéos. Ce cycle, s'endormir, apnée, panique, réveil, peut se répéter 20 fois par nuit, 30 fois. Il n'y a pas de sommeil profond au-dessus de 5500 mètres. Le sommeil lent, celui qui répare les muscles et reconstruit la lucidité, il disparaît presque entièrement. Ce que tu fais au camp 4 de l'Everest, à 7900 mètres, ce n'est pas dormir. C'est perdre conscience par intermittence en espérant que ton corps tiendra jusqu'à l'aube. Les alpinistes qui ont passé plusieurs nuits là-haut te décrivent tous la même chose. Une lucidité bizarre mêlée d'une fatigue qui dépasse la fatigue. Comme si le cerveau tournait encore, mais à vide. Les pensées deviennent géométriques, fixes. Tu peux rester 10 minutes à regarder la couture intérieure de ton duvet sans comprendre pourquoi tu le fais. Ce n'est pas la fatigue ordinaire, c'est ton cerveau qui rationne l'oxygène comme un comptable en fin de budget. Et puis, il y a la déshydratation silencieuse, celle que personne ne ressent parce qu'elle n'a pas la décence de faire soif. À 40 degrés négatifs, l'air est d'une sécheresse absolue. Chaque expiration emporte de la vapeur d'eau, toute la nuit, sans arrêt. Sans que tu transpires, sans que tu le saches, tu peux perdre 1 litre, parfois 1,5 litre, simplement en respirant pendant 8 heures. Tu te réveilles déshydraté sans avoir eu chaud une seule seconde. Et la déshydratation en altitude accélère tout le reste. Elle épaissit le sang, ralentit la circulation, augmente le risque d'engelure, aggrave le mal aigu des montagnes. Le froid te vole ton eau pendant que tu dors. Il n'annonce pas sa venue. Ajoute à ça la chute de température centrale, même dans un bon duvet, même bien isolé du sol, le corps dépense une énergie considérable pour maintenir ses 37 degrés. Si tu es arrivé au bivouac déjà épuisé, déjà à jeun, déjà légèrement sec, ton corps n'a plus les ressources pour tenir la centrale en marche toute la nuit. La température interne commence à descendre, 1 degré, 2 degrés. L'hypothermie ne commence pas par le froid qu'on ressent, elle commence par la fatigue qu'on n'a plus la force de nommer. J'ai vu des alpinistes expérimentés se réveiller le matin en étant persuadés d'avoir bien récupéré. Ils se levaient, ils chancelaient. Ils étaient incapables de réaliser un nœud de base. Le corps avait tout brûlé pour tenir la nuit. Et le matin, il ne restait plus rien pour ce qui comptait vraiment, la descente. La nuit en haute altitude n'est pas du repos, c'est une dépense. Une dépense négociée ou une dépense subie, selon ce que tu as fait dans les heures qui précèdent. Ce que tu as mangé, combien tu as bu, comment tu t'es équipé, comment tu as géré ta sueur pendant la montée. Ça, les alpinistes qui ont survécu le comprennent dans les muscles, pas dans la tête. Dans les mains qui tremblent ou qui ne tremblent pas à 5 heures du matin. Dans l'œil qui voit net ou qui voit flou sur la paroi. Est-ce que vous avez déjà vécu une nuit où votre propre corps semblait travailler contre vous, pas en montagne, mais n'importe où, n'importe quand ? Ce moment où vous réalisez que vous n'êtes pas le chef. Laissez un commentaire, je lis tout. Et je pense que vous allez reconnaître quelque chose dans ce que vous allez entendre ensuite. Parce que tout ce que je viens de décrire, la vasoconstriction, les apnées, la déshydratation silencieuse, la chute thermique, rien de tout ça n'est une fatalité. Ce sont des mécanismes prévisibles. Des mécanismes qu'on peut anticiper, contrer, retarder. Mais uniquement si tu sais exactement ce que tu dois faire pendant les 90 minutes qui précèdent le moment où tu fermes les yeux. 90 minutes, pas plus. Et si tu rates cette fenêtre, ton corps, lui, ne rate jamais l'occasion de te le rappeler. Il y a une règle que tout le monde connaît et que presque personne ne respecte. Pas par bêtise, par fatigue. Parce qu'à 7000 mètres, après 8 heures de montée, ton cerveau commence à négocier avec toi. Il te dit « cette fois ça ira ». Une fois, juste cette nuit. C'est là que tu meurs. Le bivouac ne commence pas quand tu fermes la fermeture éclair de ta tente. Il commence 90 minutes avant. 90 minutes pendant lesquelles chaque geste que tu poses va décider de ta nuit. Pas peut-être, pas en partie, entièrement. Le premier ennemi, ce n'est pas le froid, c'est la transpiration. Pendant la montée, ton corps a produit de l'humidité. Tu as chaud, tu pousses, tu respires fort.
Et cette humidité s'est déposée partout, dans tes sous-couches, dans ta polaire. Et si tu n'as pas fait attention, elle a commencé à migrer vers l'endroit le plus dangereux qui soit, l'intérieur de ton duvet. Un duvet qui absorbe l'humidité perd 80% de son pouvoir isolant. 80%! Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est la différence entre une nuit difficile et une nuit mortelle. Les alpinistes qui ont froid la nuit croient presque toujours qu'il manque d'équipement. Ils regardent leur sac de couchage et pensent « il n'est pas assez chaud ». Ils ont tort. Dans la quasi-totalité des cas, le problème n'est pas l'équipement, c'est ce qui s'est passé dans les 2 heures précédentes. La sueur froide qui s'est glissée là où elle n'avait rien à faire. Alors tu arrives au camp. Et avant toute chose, avant de manger, avant de t'asseoir, avant de sortir le réchaud, tu changes tes sous-couches. Complètement. Tu ne gardes rien de ce que tu portais à l'effort. Rien. Parce qu'à 40 degrés négatifs, légèrement humide n'est pas une catégorie. C'est une condamnation à exécution différée. Ensuite, le sol. Le froid ne vient pas que d'en haut, il monte. La neige sous toi est un puits thermique qui ne se rassasie jamais. Une mauvaise isolation en dessous et ton corps perd sa chaleur par le bas pendant que tu dors, sans que tu t'en rendes compte, sans que rien ne te réveille. Les alpinistes qui se lèvent à 2 heures du matin gelés jusqu'aux os ne comprennent pas toujours pourquoi. Ils ont un bon duvet, ils sont bien habillés. Mais dessous, il y avait juste une fine couche de tissu entre eux et la montagne. Et la montagne n'a pas de pitié. 2 épaisseurs d'isolation entre toi et le sol. Toujours. La bouteille d'eau chaude, ça paraît archaïque, ça l'est, et ça fonctionne mieux que presque tout ce que la technologie moderne a inventé pour dormir au froid. Tu remplis une bouteille, pas brûlante, chaude, et tu la glisses dans ton duvet, contre ton ventre ou tes pieds. Ton corps n'a plus à produire seul la chaleur de départ, il maintient, il ne dépense pas. Cette différence, à 40 degrés négatifs, peut représenter 3 ou 4 degrés de température centrale sur l'ensemble de ta nuit. 3 degrés, c'est le basculement entre récupérer et ne pas récupérer. Entre avoir les jambes le lendemain ou les avoir creuses au moment précis où tu en as le plus besoin. Manger avant de dormir. Pas léger, gras, dense, calorique. Parce que ton corps va brûler du carburant toute la nuit pour maintenir ta température centrale et si tu vas te coucher à vide, il va puiser dans ses réserves. Et ces réserves, en haute altitude, tu en as besoin le lendemain pour rester vivant. Le fromage, les noix, le beurre. Pas de la cuisine raffinée, du combustible brut. Et puis, les 3 vérifications. Avant d'éteindre, parce qu'une fois dans le noir, dans le froid, tu ne rallumes pas pour quelque chose que tu as oublié, tu passes en revue 3 choses. Ta fermeture éclair de duvet, fermée jusqu'au menton, capuche en place, aucun espace. L'humidité, rien de mouillé contre ta peau, rien d'humide dans le sac. Et l'orientation de ta tête, à l'opposé du vent. Pas parce que ça change le froid, parce que ça change ton sommeil. Un courant d'air froid sur le visage toute la nuit te réveille à 1 heure du matin dans un état de déshydratation que tu ne vois pas venir et que tu ne rattraperas pas. Ces 3 vérifications ne prennent pas 2 minutes, mais les guides de montagne que j'ai connus, ceux qui ont des dizaines d'hivers en paroi derrière eux, les font tous, sans exception. Pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que la confiance en montagne ne se mérite pas par le courage, elle se mérite par la rigueur. Maintenant, tu peux fermer les yeux, maintenant seulement. Est-ce que toi, dans ta propre vie, tu fais confiance à ta préparation une fois que tu as posé la tête sur l'oreiller? Ou est-ce que tu passes tes nuits à revivre tout ce que tu aurais dû faire autrement? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous reconnaissent cette sensation. Laisse un commentaire. C'est une question qui dépasse largement la montagne. Parce qu'en 2008, sur le cas d'eau, des alpinistes parfaitement préparés ne se sont pas réveillés. Et d'autres, sans tente, à 8000 mètres d'altitude, ont vu le soleil se lever. La différence entre eux n'était pas l'équipement. Il y a une chose que les archives d'accidents ne montrent jamais. Pas la chute, pas la tempête, pas l'avalanche. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est l'heure d'avant. Les 2 heures d'avant. Le moment où la décision qui tue n'avait pas encore l'air d'une décision. Juste une fatigue qu'on a ignorée, une vérification qu'on a sautée, un signe qu'on a refusé de lire. L'histoire de l'alpinisme est pleine de morts qui n'avaient aucune raison de mourir. En 1865, Edward Whymper atteint le sommet du Cervin pour la première fois dans l'histoire. 7 hommes, premier sommet, la victoire absolue.
Et puis, en quelques secondes dans la descente, 4 d'entre eux disparaissent dans la face nord. On a longtemps parlé de malchance, de terrain difficile, de la corde qui cède. Ce qu'on dit moins, c'est l'état dans lequel ces hommes ont entamé la descente. Épuisés, pressés, euphoriques. L'euphorie du sommet est une drogue. Elle efface la prudence. Elle te donne l'impression d'être invulnérable exactement au moment où tu es le plus fragile. Whymper a survécu parce qu'il n'a pas glissé, pas parce qu'il était mieux préparé. Cette nuance, les alpinistes la connaissent tous. Et pourtant, 143 ans plus tard, sur le K2, on a rejoué la même pièce avec un décor différent. Le 1er août 2008, 11 alpinistes meurent en moins de 24 heures sur la montagne la plus meurtrière de la planète. Pas dans une tempête exceptionnelle, dans des conditions qui, par les standards du K2, étaient presque normales. Ce qui a tué ces hommes et ces femmes, ce n'est pas la montagne. C'est une cascade de micro-décisions prises dans les heures précédentes, des horaires de départ ratés, des embouteillages dans le bottleneck, des cordes fixes pas tendues au bon endroit. Chaque erreur individuelle était petite. Ensemble, elles ont formé un piège dont personne ne pouvait sortir une fois la nuit tombée. Mais voilà ce que les chroniques oublient de mentionner. Cette nuit-là, pendant que certains mouraient, d'autres ont survécu. Des alpinistes qui se sont retrouvés sans tente, sans camp, à 8000 mètres dans le froid de la nuit d'altitude et qui sont redescendus vivants le lendemain matin. Pas parce qu'ils avaient plus d'équipement. Certains avaient moins. Pas parce qu'ils étaient plus forts physiquement. Ce qui les a sauvés, c'est ce qu'ils avaient fait dans les heures précédentes. Économiser leurs mouvements, gérer leur chaleur corporelle, ne pas paniquer au mauvais moment. Ils avaient dans le corps un ensemble de réflexes construits sur des années d'expérience. Et ces réflexes se sont activés automatiquement quand le cerveau était trop épuisé pour penser. C'est la leçon que la montagne enseigne de la manière la plus brutale qui soit. Dans les moments critiques, tu ne montes pas à la hauteur de la situation. Tu descends au niveau de ta préparation. Il existe un cas moins connu, presque jamais cité dans les livres populaires, qui me hante depuis que je l'ai lu dans un rapport d'expédition scandinave des années 90. 2 alpinistes sur une paroi himalayenne, bivouac forcé à 7300 mètres, température tombée à moins 45 degrés. L'un des deux avait transpiré abondamment dans l'ascension et n'avait pas géré l'humidité de ses vêtements. Son duvet était partiellement humide au moment de s'allonger. Il est mort dans la nuit, sans signal d'alarme visible, sans convulsion, sans cri. Il s'est simplement refroidi au-delà du point de non-retour pendant que son partenaire dormait à côté de lui, dans le même espace, sous la même toile de tente. Le rapport médical conclut à une hypothermie progressive, ce qui signifie que la fenêtre pour le sauver existait. Il y a eu un moment, peut-être 1 heure, peut-être 2, où une intervention aurait tout changé. Ce moment est passé dans le silence, dans le noir, à 7300 mètres d'altitude. Les morts en montagne ont rarement une cause unique. Elles ont une biographie. Cette biographie commence souvent 18 ou 20 heures avant le moment fatal. Elle commence avec une décision qui semblait raisonnable. 1 heure de départ légèrement trop tardive. Un signal de fatigue ignoré. Une vérification de matériel raccourcie parce qu'on était pressé, parce qu'il faisait froid dans la tente et qu'on voulait juste se coucher. La montagne ne réagit pas immédiatement. Elle enregistre. Et elle présente la facture plus tard, au moment où tu as le moins de ressources pour la payer. Ce que l'histoire de l'alpinisme m'a appris, ce n'est pas que les montagnes sont imprévisibles, c'est qu'elles sont d'une logique implacable. Chaque accident que j'ai étudié, chaque récit de survivants que j'ai lu, chaque rapport que j'ai épluché dans des bibliothèques ou reçu de guides qui préféraient témoigner à voix basse plutôt que par écrit, tous convergent vers la même vérité. La montagne n'improvise pas. C'est toi qui improvises. Et c'est ton improvisation qu'elle sanctionne. Je ne parle pas de malchance. La malchance existe, je ne suis pas assez naïf pour le nier. Une pierre qui se détache, un sérac qui tombe sans prévenir. Il y a des morts que personne ne pouvait anticiper. Mais ces morts-là sont minoritaires dans les statistiques. La majorité des décès en haute montagne s'explique. Et cette explication est toujours inconfortable, parce qu'elle implique que quelqu'un, quelque part, avait une chance de changer l'issue. Est-ce que tu penses que les alpinistes qui ont survécu cette nuit-là sur le K2 avaient quelque chose que les autres n'avaient pas ?
Laisse ta réponse en commentaire. J'ai la mienne et elle est peut-être très différente de ce que tu imagines. Il y a une question que les familles posent toujours. Elles la posent aux guides de secours, aux membres de l'expédition, aux médecins légistes. La question est, est-ce qu'il a souffert? Et la réponse honnête, celle qu'on n'ose jamais vraiment donner, c'est « Nous ne savons pas ce qu'il a ressenti dans ces dernières heures. Nous savons seulement ce qu'il a fait ou n'a pas fait dans les heures d'avant. » La montagne ne pardonne pas l'inattention. Mais elle ne punit pas non plus l'impréparation. Elle l'exécute simplement, sans jugement. Et si la vraie question n'était pas comment survivre à la nuit, mais comment décider des heures avant qu'elle commence si tu mérites de la traverser? Il y a un moment précis dans chaque nuit en haute montagne. Un moment que personne ne t'enseigne, parce que personne ne peut te l'enseigner. C'est le moment où tu fermes la fermeture de ton sac de couchage jusqu'au menton, où tu poses ta tête sur cette chose informe qui sert d'oreiller et où tu réalises que c'est fini. Pas la nuit, toi. Toi, tu as terminé. Ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Ce que tu aurais dû faire, il est trop tard. La nuit commence maintenant et tu n'es plus acteur, tu es passager. C'est la sensation la plus étrange que je connaisse. Pas l'angoisse, bien que l'angoisse soit là, quelque part, tapie dans un coin du cerveau qui calcule encore. Mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à de la paix. Si la paix pouvait coexister avec 40 degrés sous zéro et une tente qui vibre comme un tambour. J'ai passé des années à croire que l'alpinisme était une discipline de l'effort. Tu pousses, tu tires, tu souffres, tu arrives. C'est ce qu'on voit dans les photos, c'est ce qu'on raconte dans les livres. Mais ce que les photos ne montrent jamais, ce que les livres effleurent à peine, c'est ça. Ce moment d'abandon total dans le fond d'un sac en duvet à 7000 mètres d'altitude où tu remets ta vie entre les mains de l'homme ou de la femme que tu étais 6 heures avant. Tu fais confiance à ses décisions, à ses gestes, à l'ordre dans lequel il a empilé les couches d'isolant sous le matelas, à la façon dont il a géré ses vêtements mouillés. Tu fais confiance à ce qu'il a mangé, à ce qu'il a bu, à l'heure à laquelle il a décidé de s'arrêter malgré ce ciel qui semblait parfait. Et si cette version de toi-même s'est trompée quelque part, tu le sauras cette nuit. Pas demain matin, cette nuit. C'est là que réside quelque chose que je n'ai compris que tardivement. L'alpinisme ne sélectionne pas les plus forts. Il ne sélectionne pas non plus les plus courageux. Le courage est une ressource comme une autre, elle s'épuise. Ce que la montagne sélectionne vraiment, c'est une qualité que notre époque ne valorise presque plus. La capacité à décider juste, à l'avance, sous pression, sans pouvoir se reprendre. Les alpinistes que j'ai vus durer, pas les plus spectaculaires, les plus durables, avaient tous quelque chose en commun. Ils dormaient. Pas seulement la nuit, ils dormaient au sens profond du terme. Ils savaient se poser, décrocher, lâcher la corde mentalement avant de la lâcher physiquement. J'en ai connu qui passaient des heures à attendre dans une tente sans bouger, sans parler, sans vérifier l'heure toutes les 5 minutes. Pas par résignation, par intelligence. Parce qu'ils avaient compris que l'énergie dépensée à s'inquiéter est de l'énergie volée à la survie. Un d'entre eux m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. On était coincés au camp 2 du Lhotse, 3e jour de tempête, vivre pour 2 jours. Il lisait. Vraiment, il lisait un roman de poche froissé. Je lui ai demandé comment il faisait. Il a répondu « Je ne peux rien changer à ce qui se passe dehors, alors j'arrête de me battre contre ce que je ne contrôle pas et je préserve ce que je contrôle. Mon calme, mon énergie, mon jugement. » Le lendemain, la tempête s'est arrêtée. On est sorti du camp. Il était aussi frais que possible dans ces conditions. Moi, j'avais passé 3 nuits à me retourner. Je pense souvent à cette nuit-là. Pas parce que j'en suis fière. Parce qu'elle m'a appris quelque chose que la vie en bas aurait dû m'apprendre depuis longtemps et ne m'a jamais appris. Que la préparation n'est pas une garantie, c'est une promesse que tu te fais. Et qu'une fois la promesse faite, il faut avoir la force de lui faire confiance, de fermer les yeux, d'accepter que le travail est terminé. Combien de nuits est-ce qu'on passe à refaire mentalement des décisions déjà prises ? Combien de fois est-ce qu'on reste éveillé à réécrire une conversation, à imaginer un autre scénario, à construire une version alternative d'une journée qui appartient déjà au passé ? À 40 degrés sous zéro, cette tendance peut te tuer. Elle épuise ta chaleur centrale.
Elle accélère ta respiration. Elle consomme les calories dont ton cœur a besoin pour battre jusqu'à l'aube. Mais en bas, elle ne tue pas. Elle fait juste autre chose. Elle vide les journées de leur substance. Elle transforme les nuits en tribunaux. Elle t'empêche d'être là où tu es parce que tu es encore là où tu étais. La montagne m'a appris à dormir, vraiment dormir. Pas m'assoupir en espérant que le lendemain résoudra ce que le soir n'a pas résolu. Dormir comme un acte délibéré, comme une décision, comme la dernière chose que tu fais avant de faire confiance à tout ce que tu as construit. Est-ce que tu sais faire ça? Je ne parle pas d'altitude, je ne parle pas de duvet ni de sac de bivouac. Je parle de cette chose précise et rare. Fermer les yeux sur une journée imparfaite et décider que tu as fait ce que tu pouvais, que c'était assez, que tu mérites ce repos. La plupart des gens que je connais n'y arrivent pas. Pas parce qu'ils manquent de courage, ils sont souvent plus courageux que les alpinistes que j'ai fréquentés, mais parce que personne ne leur a jamais dit que s'arrêter est une compétence, que faire confiance à ses décisions passées est une discipline, que le silence, intérieur et extérieur, s'apprend comme on apprend à poser un crampon. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi tu sais t'arrêter? Est-ce que tu fais confiance à ce que tu as préparé? Ou est-ce que tu passes tes nuits à improviser ce que tu aurais dû décider le jour? Parce que je suis curieux de savoir si cette leçon, la plus difficile que la montagne m'ait enseignée, résonne dans des vies qui ne connaissent pas la neige. Et si quelqu'un ici a trouvé comment y arriver sans avoir failli mourir de froid pour y parvenir. La vraie question, celle que 40 degrés sous zéro pose avec une clarté que rien d'autre n'égale, ce n'est pas « es-tu capable d'aller plus haut ?» c'est « es-tu capable de t'arrêter au bon moment ?» Et cette question, je me la pose depuis 20 ans. Chaque fois que je crois avoir la réponse, la montagne me propose une nouvelle nuit. Une paroi que je ne connais pas, un bivouac que je n'ai pas prévu. Et dans le fond de ce sac de couchage, dans ce silence absolu que seul le vent vient percer, je recommence depuis le début. À décider ce que je contrôle, à lâcher ce que je ne contrôle pas, et à faire confiance à l'homme que j'étais quelques heures plus tôt. Parfois, il mérite cette confiance. Parfois, il me déçoit. Et c'est précisément pour ça que je remonte.